Tu sais que l'IA est en train de bouleverser le monde entier, que l'IA redéfinit les cartes et qu'elle va permettre à des entreprises, mais aussi et surtout à des personnes seules, depuis chez elles, de générer des milliers d'euros. Et c'est la raison pour laquelle tu as cliqué sur cette vidéo. Parce que quelque part, au fond de toi, tu en es intimement convaincu. En revanche, tu sais pas encore comment. Tu ne sais pas encore exactement quoi vendre. Tu ne sais pas comment le vendre, comment tu vas pouvoir te démarquer et surtout comment être sûr que ce que tu vas proposer va se vendre. Tu ne sais pas finalement comment monétiser l'intelligence artificielle et profiter de cette technologie. Pourtant, je peux t'assurer, et avec des chiffres exacts donnés par un des cabinets de conseil les plus prestigieux du monde lors du World Economic Forum, que 67% des entreprises comptent intégrer de l'IA dans leur stratégie en 2025. Et que finalement, le moment n'a jamais été aussi opportun que maintenant. Mais il y a aussi un chiffre intéressant, celui qui affirme que moins de 30% des entreprises sont formées à l'intelligence artificielle, et ce qui fait que par conséquent, beaucoup d'entreprises ne savent pas quoi intégrer et quel impact ça aura sur leur quotidien. Et nous, toi et moi, nous sommes exactement là pour remédier à tout ça. Et d'ailleurs, c'est tout à fait l'objectif de cette vidéo. T'expliquer 5 notions, 5 leviers, 5 hacks que j'ai découverts au travers de mon parcours dans l'IA qui vont te permettre de lancer n'importe quel service dans l'IA et d'être sûr que celui-ci va cartonner. Et j'ai d'ailleurs gardé en dernier point, en bonus, une erreur que toutes les agences IA font dans leur parcours. Je ne l'ai pas mis dans le titre ni dans la miniature parce que ce hack, je veux qu'il soit réservé aux plus déterminés et donc à ceux qui vont regarder la vidéo jusqu'à la fin. C'est une sorte de hack hors série et celui-ci, il n'y a que ceux qui sont vraiment dans l'IA qui le connaissent et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle personne n'en parle. Mais ma foi, si tu ne me connais pas, moi c'est Simon, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis le gérant d'Infinitia, une agence IA qui intègre de l'IA pour les courtiers en assurance. Et je suis également le gérant du programme Le Cercle IA qui t'accompagne dans la création et le développement de ton agence IA pour atteindre 3000 € de chiffre d'affaires en moins de 120 jours. Maintenant, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et on va se retrouver sur mon écran. Le premier levier à activer pour être sûr d'être entendu, être sûr de capter l'attention, être sûr de se démarquer dans un brouhaha permanent dans lequel on vit aujourd'hui, c'est cette notion de audience cible vs offre cible. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque semaine, je reçois en call des personnes qui souhaitent se lancer, des personnes qui s'intéressent au business des agences IA, qui savent très bien qu'on peut vendre des agents IA, des IA téléphoniques, des automatisations IA, des chatbots IA. Et toutes ces personnes se rendent bien compte également que ces systèmes-là peuvent très bien être vendus à l'entreprise du coin comme la boulangère, jusqu'à l'avocat, l'agence marketing ou j'en sais rien, la boîte d'intérim. Et donc chaque semaine, j'ai des gens qui me disent « Je vais vendre des chatbots aux entreprises parce que c'est une solution qui s'adapte à tout le monde. » Mais retiens bien une chose, c'est pas parce que ton service peut s'adapter à n'importe quelle entreprise que tu dois alors le vendre à toutes les entreprises. Imagine-toi rentrer dans un bar rempli de femmes et ton objectif ce soir c'est de pécho une meuf ou pécho un mec si t'es une fille. Et du coup ta technique c'est d'aller parler à absolument toutes les filles en leur disant « Salut, t'es super jolie, ça te dirait que je t'offre un verre ?» Donc dans l'idée c'est plutôt sympathique, mais est-ce que tu penses que tes chances de réussite, elles sont vraiment hautes? Bien entendu que c'est pas possible, bien entendu que non, elles sont pas hautes. Alors maintenant, imagine-toi rentrer dans le même bar avec le même objectif, un bar qui est rempli de blondes, de brunes, de petites, de grandes, des jeunes, des moins jeunes. Et puis il y a aussi des françaises, des portugaises, des portugaises. Et puis là, tout d'un coup, tu te souviens que tu reviens d'un séjour au Portugal, à Porto précisément, et du coup, tu sais un peu c'est quoi leur plat traditionnel, leur culture, potentiellement, j'en sais rien, leur danse. Et tu sais qu'il y a des portugaises parce que tu passes à ce moment-là devant une fille qui est en train de parler portugais ou qui est en train de parler d'un séjour au Portugal, peu importe. Alors à ce moment-là, tu t'arrêtes et tu lui dis « Hey, salut, tiens, je t'entendais, est-ce que tu préfères manger une morue sur la rive à Porto ou est-ce que plutôt tu préfères danser du folklore sur du fado ?» Petite parenthèse, je suis d'origine portugaise donc je sais ce que je dis. Mais revenons-en à nos moutons. À ton avis là, tes chances de réussite pour capter l'attention de cette personne-là et qu'elle te réponde, elles sont comment? Eh bien nettement plus hautes. Eh bien c'est tout à fait ça que tu dois comprendre ici. C'est que tu dois être
précis. Tu dois t'adresser à quelqu'un en particulier pour faire mouche quand tu parles. La précision, c'est cibler un individu spécifique que tu connais. Comme ça, lorsque tu vas ouvrir ta bouche, écrire un message, et ben celui-ci aura de l'impact. Alors qu'être large, s'adresser à tout le monde, c'est finalement s'adresser à personne. Et attention, le but, c'est pas de se fermer directement à quelqu'un. Le but, c'est simplement qu'on t'écoute quand tu te lances. Le but, c'est de mettre toutes les chances de ton côté quand tu démarres. Le but, finalement, c'est de pénétrer un marché rapidement et efficacement. Donc le fait de se nicher, c'est pas pour la gloire ou c'est pas juste parce qu'on nous a dit ça sur Internet. C'est uniquement une stratégie marketing pour avoir un discours qui va résonner auprès de quelqu'un en particulier. Et pour ça, du coup, tu as deux possibilités, même trois. Et c'est là la notion de niche vs offre précise. Parce qu'aujourd'hui, soit tu te niches auprès d'un secteur d'activité et tu vas pouvoir proposer quelque chose d'assez large, soit tu te niches dans un problème particulier et tu vas pouvoir parler à une audience plutôt large. Donc pour l'exemple, si tu as une audience cible et donc tu choisis de parler à une audience cible, et ben ça donnera « j'automatise grâce à l'IA les courtiers en assurance ». Et à contrario, tu peux avoir simplement une offre cible et là ça donnera « j'automatise l'administratif grâce à l'IA des TPE-PME ». Mais au moins ici, tu as un discours qui est précis et qui s'adresse à quelqu'un ou quelque chose en particulier. Et je vais te donner maintenant mon conseil pour particulièrement le business des agences IA, c'est de mixer les deux. Être précis dans ce que tu proposes et être précis pour la personne à qui tu t'adresses. Donc ça donnerait « j'automatise l'administratif des courtiers en assurance », de manière à avoir le marché et l'offre, combiner les deux et avoir quelque chose au milieu qui est ultra efficace. La deuxième notion maintenant que je voulais te partager, c'est demander à l'audience. Tu sais, il y a les grands économistes qui disent « let the market decide ». Autrement dit, c'est le marché qui décide. Et le but ici, c'est de donner à l'audience ce qu'elle veut et donc augmenter drastiquement sa chance d'arriver devant quelqu'un et lui proposer ce qu'elle veut déjà. Pour illustrer un petit peu mon propos, il n'y a pas longtemps, il y a une copine à moi qui est venue me voir et qui m'a dit « Simon, j'ai envie de me lancer et j'ai envie de lancer une activité de wedding planner ». Donc vous savez, c'est ceux qui organisent les mariages. Et je lui dis « bah vas-y, let's go, lance-toi, c'est parti quoi ». Et là, un peu pris de panique, elle me dit « mais non, moi j'ai peur et il me faut des compétences, il me faut un fournisseur, il me faut de la déco, il me faut des chaises, il me faut des tables, il me faut plein de trucs, blablabla, blablabla, des excuses ». Et donc du coup, moi, avec ce principe-là, je lui dis « mais non, tu vas commencer par faire autre chose. Et surtout, tu vas pas commencer à acheter plein de trucs alors que tu n'es même pas encore sûr de ce que veut ton marché cible, de ce que veut ton audience, et tu n'es même pas sûr si ça va marcher ou pas. Commence pas à prendre des risques, à perdre du temps sur des trucs qui sont futiles pour le moment, alors que tu sais même pas ce que les gens veulent. Et donc, ce que tu vas faire à la place, c'est que tu vas aller sur Google, tu vas prendre une photo de chaise de mariage, tu vas prendre une photo de table de mariage, tu vas prendre des photos de décoration de mariage, donc tu prends des trucs qui sont cohérents entre eux, et ces photos-là, tu vas aller sur Facebook Marketplace, tu vas mettre une annonce de Facebook Marketplace pour wedding planner, etc. Ça existe déjà, des gens qui font ça. Tu vas faire exactement la même chose sur Le Bon Coin, une petite annonce, je propose mes services de wedding planner. Et à partir de ce moment-là, tu vas voir s'il y a des gens qui t'appellent ou pas. Et si on t'appelle, tu diras, excusez-moi, ce week-end-là c'est booké, je suis désolé, je peux pas vous délivrer ma prestation, quoi. Mais au moins, à partir de ce moment-là, si tu as choisi les bonnes photos, la bonne déco avec le bon titre, et si quelqu'un t'appelle, t'es fixé. Tu vois ce qui plaît au marché et tu vois qu'il y a de la demande à ce propos-là. Donc ici, tout l'objectif, ce que je veux t'expliquer, c'est que tu dois demander à l'audience et ça marche exactement pareil avec l'IA. Avant de vouloir passer des heures à te former, avant de spéculer et de penser que tu vas vendre plein de chatbots, avant de te demander quel type d'entreprise tu vas créer, bref, avant de te poser des questions qui finalement ne font que de t'effrayer et qui t'empêchent de passer à l'action, tu vas faire ce que je viens de dire. Et donc pour l'exemple, tu vas t'adresser par exemple au courtier en assurance, moi c'est ce que j'ai fait avec mon agence, tu vas les appeler. Tu vas les appeler, tu vas leur demander qu'est-ce qu'ils font au quotidien et tu vas essayer de voir là où ça fait mal, là où ça prend du temps dans leur process, là où c'est long, là où ça manque d'efficacité et donc tu vas collecter des informations, tu vas identifier des endroits où c'est inefficace, analyser des points de douleur et là tu auras quelque chose que l'audience veut déjà. Et puis deuxième chose, petit tips, regarde ce que fait la concurrence pour les courtiers au sujet de l'IA et quels besoins eux ils adressent. Ensuite, troisième notion, ici tu vas récolter un problème qui a des sous-problèmes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les problèmes que tu vas résoudre ne valent pas la même chose. Tu le sais,
pour recevoir de l'argent, soit on te paie pour résoudre un problème, soit on te paie pour assouvir un besoin. Mais là où je veux dire que tous les problèmes ne se valent pas, c'est parce que tu vas payer certainement 2,50 € pour un mal de tête, et encore parfois tu vas juste attendre que ça passe et puis tu vas boire un coup d'eau. Par contre, tu payerais très cher si tu as des grosses migraines permanentes accompagnées de vertiges et compagnie. Et donc ce que je veux t'expliquer ici, c'est que toi, tu dois être sûr, et je vais t'expliquer comment, de trouver un problème qui fait très mal auprès de ton client, et pour ça, tu dois trouver un problème qui a des sous-problèmes, je vais t'expliquer. Pour te raconter un truc, à l'époque, j'avais entendu chez David Laroche, ça remonte à il y a un moment déjà, parce que c'était à l'époque où je m'intéressais vraiment au développement personnel, et d'ailleurs, je l'ai réentendu récemment chez notre cher ami que j'adore tant, Jeremy Coleman, et pour te raconter ce truc, je vais te laisser t'imaginer, on est à Los Angeles, il est 9 h du matin, le soleil est au beau fixe, et chaque matin, il y a un coureur qui fait son footing et qui passe devant plein de maisons, qui clairement traverse le quartier tous les matins lors d'un petit footing quotidien qu'il fait. Et pendant ce footing, il croise des chiens, il croise des chats, il croise plein d'animaux, toutes sortes d'animaux. Et puis parmi ces animaux, il y en a certains qui aboient, il y en a certains qui jouent, qui montent aux arbres, qui courent, qui dorment, qui sont sur le dos. Mais par contre, tous les matins, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines même, il y a un chien qui attire particulièrement son attention. C'est un chien qui est toujours assis au même endroit, planté au milieu de son jardin, et qui a un peu une apparence étrange, voire même agressive. Et en plus de ça, ce chien, il aboie, il aboie vraiment particulièrement beaucoup et de manière presque agressive. Et donc bon, il y a un matin qui passe, un deuxième, un troisième, il fait son footing, et il est de plus en plus intrigué, ce coureur. Et donc il finit par se poser des questions. Comment ça se fait que ce chien, il hurle comme ça? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il veut m'attaquer? Pourtant c'est bizarre parce que bon, il a l'air normal quoi. Et chaque matin, la scène se répète. Il court, il traverse les maisons, tous les autres animaux agissent de manière normale, ça court, ça dort, ça se balade dans le quartier. Mais ce chien-là, lui, toujours au même endroit, qui émet toujours le même aboiement un peu agressif, un peu étrange finalement. Et donc au bout d'un moment, il se dit c'est pas normal. Allez, je me lance, je vais aller toquer à la porte du mec qui a le jardin, quoi, de la maison qui a le jardin. Et donc il s'arrête devant la maison, le chien il hurle, il est agressif, il est bizarre, mais il bouge pas. Et donc il arrive devant la porte, il se met à frapper, toc toc toc. Et là le propriétaire donc du chien, il sort de la maison et le coureur il lui pose la question: mais comment ça se fait, monsieur, que votre chien il hurle tous les jours, toute la journée, il est planté au milieu de votre jardin. En plus ça me fait grave de la peine parce qu'il est beau comme tout votre chien, mais là j'étais obligé de venir parce que je vois qu'il y a quelque chose qui va pas. Et le propriétaire, il répond avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, il descend les quelques marches qu'il y a après sa porte d'entrée. Il dit au coureur: viens avec moi, suis-moi, on va aller voir le chien ensemble. Il s'approche du chien donc avec le coureur et il lui dit: mon cher ami, ce chien là que tu vois tous les matins qui hurle, il a la patte coincée dans un clou de 23 cm. Alors là, il est choqué le coureur et il lui demande: mais comment ça se fait? Pourquoi il bouge pas? Pourquoi il se retire pas du clou? Et le propriétaire, il lui explique qu'à chaque fois que le chien, il essaye de retirer la patte du clou, la douleur est beaucoup trop forte et du coup, il choisit de rester là à souffrir un petit peu tous les jours en permanence. Et dans cette histoire, ce que toi tu dois comprendre en tant qu'humain, c'est que nous, on a la capacité de se projeter dans le meilleur comme dans le pire. Contrairement aux animaux, et particulièrement aux chiens, qui eux sont réactionnaires. Lui, quand il bouge, aïe, ça fait mal, et du coup il arrête. Il bouge, aïe, ça fait mal, et du coup il arrête. Il retire la patte, aïe, ça fait mal, et du coup il arrête. Et donc il n'a pas cette capacité à se dire: allez, je souffre 5 minutes, une bonne fois pour toutes, et après ça, ça ira mieux, et je pourrai enfin aller gambader comme tous les chiens du quartier, le poil au vent. Et ici, si ce chien, comme une entreprise, pouvait se dire: si je reste trop longtemps, je vais finir par mourir. En plus, le clou, il est complètement rouillé et je vais finir par choper une maladie. Et puis là, ça fait un moment que j'ai pas bu, donc je commence à être déshydraté. Je manque également de nourriture. Et en plus, plus j'attends, plus ça gonfle. Plus ça gonfle, plus je vais avoir du mal à retirer le clou. Plus je vais avoir du mal à retirer le clou, plus ça va me faire très mal quoi. Et donc pareil, si ce chien, comme une entreprise, il pouvait se dire: si je prends la décision de souffrir 5 minutes, eh bien 1, après, je n'aurai plus aucune douleur. 2, je pourrais enfin aller vers mes objectifs, gambader dans la rue avec mes amis les chiens. Et 3, je pourrais de nouveau manger, de nouveau boire, etc., etc. Eh bien il serait comme une entreprise, comme un humain, et du coup il aurait suffisamment de recul pour qu'il se passe
deux choses qu'ici on pourrait comparer comme une décision d'achat. Ces deux choses, c'est soit la douleur est trop grosse et par réaction d'urgence, il faut agir, il faut passer à l'action, ou alors soit la douleur peut engendrer d'autres gros problèmes et du coup il aurait juste besoin de le comprendre pour également passer à l'action, passer à la décision d'achat. En fait ici, la moralité, c'est que tu dois trouver un problème qui a des sous-problèmes. Un problème qui nécessite une action rapide, soit par de l'urgence, c'est très douloureux, soit par capacité à se projeter et à se dire que si on n'agit pas maintenant, ça va s'engendrer, ça va s'empirer, pardon. Et donc je vais te donner un exemple juste après, mais simplement, quand tu mets le doigt sur ce type de problème, eh ben, il se passe deux choses quand tu commences à rendre public ton offre qui résout ce problème, c'est que tu arrives à capter l'attention parce que tu parles de quelque chose qu'ils connaissent, qui est douloureux pour eux, et alors à ce moment-là, tu es en capacité donc de présenter ton offre à qui t'as su capter l'attention, et soit tu tombes sur quelqu'un qui était déjà à la recherche d'une solution à son problème et tout est beaucoup plus simple, soit tu tombes sur quelqu'un qui ne cherchait pas forcément, et ça c'est la majorité des cas, mais qui, si tu lui mets en avant le coup de non-résolution de ce problème, donc putain je suis sur un clon rouillé, je vais avoir une maladie, putain je vais crever de faim, putain je vais crever de soif, etc., etc., alors là il va se rendre compte de l'importance de résoudre ce problème maintenant. Et pour l'exemple, je prends toujours le même, c'est comme quelqu'un qui veut perdre du poids, il le sait, il est gros, pardon, et c'est ça le problème. Maintenant, tu dois lui proposer une offre irrésistible et il doit comprendre qu'avec toi, il va enfin perdre du poids sans galérer et il doit voir que ses chances de réussite avec toi sont énormes et que les résultats vont arriver vite. Et c'est ça la fameuse offre irrésistible. Par contre, si ton problème, il n'est pas connu ou il n'est pas douloureux chez ton client, tu peux avoir la meilleure offre, genre j'ai une garantie satisfait ou remboursé. S'il n'y a pas de problème, tout le monde s'en fout. Par contre, s'il ne sait pas ou s'il n'est pas tout à fait prêt à vouloir perdre du poids, eh ben, il faut simplement lui rappeler les problèmes secondaires. Donc, rappelle-toi, problème qui a des sous-problèmes. Ok, tu es gros mec. Par contre, est-ce que tu réalises que quand tu joues avec ta fille, t'es essoufflé en 2 secondes? Est-ce que dans ton placard, tu réalises que aucun de tes jeans ne te va? Est-ce que tu réalises que tu n'oses même plus te mettre torse nu à la plage tellement t'es complexé? Et surtout, est-ce que tu te rends compte que si tu continues comme ça, tu risques d'avoir des sérieux problèmes de santé? Et là, boum, il va prendre une décision d'achat. C'est exactement pareil lorsque tu choisis le problème que tu vas résoudre avec ton agence IA. Et tout ça, ça me fait une parfaite transition pour la suite, pour la notion numéro 4, qui est produit vs système. Parce que pour avoir une offre sexy lorsque tu as une agence IA, il faut mettre en place un petit quelque chose qui te permet de proposer quelque chose de complet, qui peut se payer cher, qui va défoncer la concurrence, en l'occurrence les SaaS, et qui fait vraiment gagner du temps à l'entreprise à qui tu vas la vendre, qui fait vraiment gagner en efficacité à l'entreprise à laquelle tu vas la vendre, et qui donne vraiment du sens aux automatisations et à l'IA. Il te faut finalement une offre d'agence IA qui va être attrayante, qui va être complète, qui va avoir une grosse valeur, qui va avoir une supériorité sur les autres solutions, qui va permettre un vrai gain d'efficacité et qui va être donc pertinent pour l'entreprise. Et c'est tout l'objectif du point qu'on va aborder. Regarde, si tu es pour de vrai dans l'IA, et je précise pour de vrai parce qu'il y en a qui confondent vendre des formations dans l'IA et vendre des services dans l'IA. Parce que quand tu as vraiment une agence IA qui propose des solutions d'automatisation boostées à l'intelligence artificielle, eh bien tu as forcément été confronté à ce type d'objection. Ouais, mais j'ai déjà un outil qui fait ça. Ouais, c'est génial votre truc, mais j'en ai pas besoin pour le moment. Ouais, mais l'IA, elle peut pas faire ça. Ouais, mais on m'a proposé un truc similaire. Et en fait, la raison, elle est simple. Tu vends un produit à la place de vendre un système. La plupart des agences que je vois, elles vendent des automatisations ou des chatbots isolés. Je m'explique. Toutes les automatisations que vous voyez en général sur Internet sont des automatisations qu'on va connecter à un Google Sheet, qui récupère un Google Doc et qui ensuite édite une facture. Pas trop mal. Ou alors une automatisation qui te permet de récupérer tous les posts viraux de LinkedIn. Bon, pas trop mal. Ou alors un chatbot pour répondre à des FAQ sur un site e-commerce. Alors, oui, il faut vendre une IA verticalisée, une IA ciblée pour un besoin précis. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pousser les systèmes beaucoup plus loin. Ne t'arrête pas à un petit produit. Rends ça plus complet, plus sexy, qui résout mieux le problème de fond, qui ajoute de la valeur, qui augmente la probabilité de réussite et qui va intervenir sur le problème et les sous-problèmes. Et donc en fait, à gauche, tu as le petit produit qui est une solution
déjà pas mal, mais limité, qui a une attractivité plutôt basique et qui résout le problème de façon minimale. Et à droite, tu as le produit amélioré, tu as le système, j'aurais dû mettre système sur le document, qui là va résoudre le problème de manière maximale, qui va être attrayant et qui est donc une solution complète. Je vais te donner un exemple. L'automatisation numéro 1, qui est donc un produit, ça va être automatisation de l'édition de la facture. Si on le transforme en système, ça devient on trie vos clients dans votre CRM, on édite la facture, on l'envoie par email, on fait une relance en cas d'impayé, on trie la facture dans le dossier acquitté et on pourrait même pousser le truc plus loin, on l'envoie en automatique à votre comptable. Automatisation, exemple numéro 2. Produit, c'est je récolte des posts viraux en automatique sur LinkedIn pour que tu fasses ta veille. Transformé en système, ça devient je récolte des posts viraux, j'analyse les sujets, je les classifie selon votre stratégie, je les réécris selon votre style, je l'intègre dans un calendrier de contenu pour vérification. Après validation, je l'envoie en automatique sur LinkedIn. Après, je le réadapte par mail et je l'envoie sur votre newsletter. Ah, on est quand même sur un truc qui est beaucoup plus complet et qui est beaucoup plus sexy. Pourtant, on adresse plus ou moins le même problème, la création de contenu. Et chatbot numéro 3, le produit classique, ça serait, je réponds à des questions à un client qui visite le site web, donc chatbot FAQ, et transformé en système, ça devient je réponds aux questions, je récolte le mail en proposant un cadeau, je récupère des données une fois par mois qui traînent sur le chatbot tout le mois, je suggère des idées de posts à poster en organique par exemple, je valide ces idées et je fais rédiger de manière automatique des scripts pour aller poster en organique. Donc ce chatbot, il reçoit des visites, il répond à la visite, mais il va beaucoup plus loin. Et donc ici, tout l'objectif, c'est de proposer des systèmes plutôt que de proposer des simples produits. Et du coup, ça nous fait arriver sur le dernier point, la notion numéro 5, créer une offre à 360 degrés. Maintenant que vous savez comment segmenter votre activité, que vous savez que c'est le marché qui décide, que vous savez qu'il faut choisir un problème qui est important pour l'audience à résoudre, et enfin qu'il faut vendre un système et non pas un produit. Et bien maintenant, je vais t'expliquer comment rendre ça complètement irrésistible pour ton client, et je vais te dire exactement ce que tu dois savoir pour avoir une offre qui comble toutes les objections de ton client et qui lui permet d'obtenir des résultats sans aucun doute. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'à l'époque, la stratégie, et je vais essayer de te l'imager, mais il y a quelque chose qui va apparaître sur le coin à gauche de la vidéo pour que tu puisses un peu mieux l'imaginer, c'est qu'à l'époque, en fait, la stratégie, c'était d'arriver et de proposer un tout petit produit qui va être un produit en do-it-yourself, ce qu'on appelle une offre do-it-yourself. Donc une offre où tu te débrouilles, tu le fais toi-même. Par exemple, une formation vidéo que tu vas vendre à 47 € ou 99 € et ça va faire partie de ta stratégie pour aller vendre quelque chose de beaucoup plus gros. Donc tu lui vends une formation où le mec il est devant ses vidéos et il se démerde tout seul. Et donc dans la stratégie par exemple, on fait de la publicité, on essaye de choper le client avec un tout petit produit comme ça, fais-le toi-même. Et après, pour aller gagner encore plus d'argent sur ce client qu'on a déjà, on va monter dans l'échelle de valeur et on va proposer cette fois-ci une offre en done with you. Et cette offre-là, en gros, c'est faisons-le ensemble. C'est une offre qu'on va vendre beaucoup plus cher, entre 1000 et 2000 €. Ça va être tout ce qui est accompagnement. Finalement, je t'accompagne, je le fais avec toi et on va développer ton business ensemble. Et ensuite, il y a des offres encore plus hautes qui sont, elles, en done for you. Donc, je le fais pour toi, qui sont souvent les offres des agences, comme nous on fait. On développe des systèmes pour eux et on les intègre pour eux. Et donc, ce que je suis en train de te raconter, c'était les anciennes stratégies, entre guillemets. Il y en a toujours qui font ça, disons que ça marche, mais si tu veux vraiment te démarquer, tu dois alors créer une offre à 360 degrés. Et maintenant, ton offre principale, elle regroupe les trois. Do it yourself, done with you et done for you. Et donc, dans ton package complet, aujourd'hui, il faut tout combiner et créer une offre 100% complète. Une offre qui va permettre de faire tout ça en même temps, ce que je viens de te raconter, de permettre au client de faire des choses tout seul, dès le jour où en fait il obtient le service que tu lui as vendu. Donc tu viens de le closer et il a quelque chose en quick win qui lui permet de faire quelque chose tout seul. Il n'a pas besoin d'attendre qu'on développe le système. Ensuite, tu dois lui permettre d'avoir quelque chose où on fait les choses avec lui. Donc on va le former, on va lui expliquer des notions, on va lui montrer comment les systèmes fonctionnent, etc. Et ensuite, dans ton offre, tu dois avoir quelque chose qui va permettre au client des choses qu'on va faire pour lui directement. Donc, on lui intègre le système clé en main. Et donc, dans ton offre, ce que tu regroupes, c'est de la collaboration, de l'autonomie du client pour qu'il ait des résultats sans que toi, tu aies besoin d'être là, je vais y arriver, et de l'intégration clé en main. Et tu as une offre ici 360 degrés. Et tout ça, ça va vous permettre finalement de vendre de l'information, de l'accompagnement, donc de l'humain, et de la technologie. Et selon la stratégie, et pourquoi pas avoir un produit d'appel
petit au début et reprendre l'échelle de valeur comme à l'époque, mais quoi qu'il en soit, le produit final, ça doit être quelque chose de complet à 100%. Lorsque vous faites vos rendez-vous dans une stratégie classique, ce que vous vendez à la fin, votre automatisation, ça va être quelque chose de complet à 100%. Pourquoi pas dans la stratégie lui donner des prompts gratos et des trucs comme ça, des trucs où il va se démerder tout seul, mais par contre, le produit final, c'est quelque chose à 360 degrés. Pour l'exemple, je vais pas vous embêter, j'ai fait une vidéo où la miniature c'est celle-ci, peut-être qu'elle apparaîtra dans l'écran si je n'oublie pas, mais vous avez une vidéo qui vous donne l'exemple d'une offre que moi j'ai créée pour mon agence. Et on arrive du coup cette fois-ci sur le dernier point, le point bonus, et c'est cette notion qu'on appelle le switching cost. Alors je fais le mec anglophone, mais bon, je parle pas un mot d'anglais, mais le switching cost, c'est finalement le coût de changement. Et ça, c'est un point que beaucoup trop de gens négligent et que j'ai négligé au début, hein, donc je fais le mec, mais c'est juste que ça fait 2 ans que je suis dans le truc. Mais c'est un point que beaucoup de gens négligent. Et vraiment, dans le monde des agences IA, c'est absolument aberrant. Il y a beaucoup trop de négligence à ce sujet-là. Je t'explique et t'inquiète pas, tu vas comprendre. Au début des années 2010, il y a le paiement sans contact, tu sais, avec les cartes bancaires qui est arrivé. Et à ce moment-là, en 2010, il y a des millions de gens, peut-être que toi tu t'en souviens pas parce que tu n'avais pas encore de carte bleue, mais il y a des millions de gens qui refusaient catégoriquement de payer en sans contact. Pourtant, aujourd'hui, tu prends ton téléphone, bip, tu bip, et ça passe tout seul. C'est intégré chez nous. Mais au début, il y avait un vrai rejet à ce sujet-là, comme aujourd'hui dans l'IA, quelque part. Et pourquoi il y avait ce rejet? Parce que il y avait trop de changements. On avait peur de la fraude, on avait finalement cette habitude de taper notre code PIN, et on avait un peu cette sensation que ça allait trop vite. C'était pas normal, quoi. Et les banques, du coup, elles ont réfléchi, elles ont compris que si elles voulaient que ça soit adopté par le peuple, bah, il fallait une transition toute douce. Et donc, du coup, elles ont au début imposé un plafond à 20 €, après elles sont passées à 30 €, après à 50 €. Et donc tout ça, c'était dans le but de rassurer. Ensuite, elles ont alterné entre paiement sans contact et puis les paiements classiques. Donc tout le monde n'acceptait pas ça. Et puis je crois même que pendant un moment, si je dis pas de bêtises, tu pouvais faire du sans contact et peut-être qu'au bout de 3 ou 4 ou 5 sans contact, tu pouvais plus après. Il fallait que tu reviennes à la méthode classique en tapant ton code PIN. Et en fait, c'est la même chose avec l'IA. Quand tu vends de l'automatisation boostée à l'IA, tu dois pas proposer un changement brutal pour ton client. Tu dois pas complètement bouleverser ses habitudes. Donc tu dois introduire une progression. Ou alors, et c'est ça l'erreur que je vois beaucoup, tu ne vas pas changer tous ces outils. Tu vas pas bouleverser tous ces process. Tu vas t'adapter à ce qu'il fait déjà et tu dois réduire ce coût de changement. Et il y a eu la même chose à l'époque avec l'application Slack. Parce que aujourd'hui, c'est une célèbre plateforme de communication pour les équipes, quoi, en interne. Mais à la base, quand ils se sont lancés, ils sont arrivés avec une promesse qui était très forte, qui était remplacer l'email. Et même si la tech, l'outil était merveilleusement bien, eh bien, il y a des milliers d'entreprises qui ont complètement résisté à cette adoption. Et ce, pour la simple et bonne raison que la plupart des gens étaient déjà habitués aux emails. Résultat, le switching cost était beaucoup trop élevé. Le coût de changement était beaucoup trop élevé. Et puis de toute façon, si vous réfléchissez 2 secondes, c'est humain. On n'aime pas le changement, on n'aime pas les nouvelles habitudes, on n'aime pas les nouvelles choses. C'est humain. Ça veut juste dire qu'on doit s'adapter. Et comment ils ont fait Slack du coup? Et bah plutôt que d'imposer un changement brutal, un changement immédiat et de supprimer complètement le fait d'aller sur Gmail, et bah ils ont proposé une passerelle, c'est-à-dire qu'avec Slack, tu pouvais relier ton outil Gmail ou Outlook et les deux communiquer entre eux et donc sur Slack, tu voyais tes emails. Et donc du coup, plutôt de dire on va remplacer les emails, et bah Slack, ils ont modifié leur discours, leur message marketing et ils ont dit du coup utiliser Slack pour une communication plus rapide et garder l'email pour le reste. Et donc ça a permis aux entreprises d'expérimenter Slack sans se sentir obligés de bousculer un peu leurs habitudes et de tout changer. Et donc Slack, ils disaient pas juste c'est mieux que l'email, ils allaient montrer concrètement une étude qui prouvait aux entreprises que si tu utilisais Slack, tu avais 20% de productivité en plus, et donc du coup, tu avais vraiment un gain de temps absolument supérieur. Toi, aujourd'hui, si tu veux cartonner avec ton agence IA, tu dois absolument mettre toutes ces notions en place. Et d'ailleurs, si tu es salarié et que tu veux te lancer dans le business des agences IA, ou que tu es un freelance et que tu veux adopter les bonnes stratégies pour une transition vers un modèle d'agence, ou alors que tu as déjà une agence IA, simplement tu n'arrives pas à la faire décoller, eh bien j'ouvre quelques créneaux complètement gratuitement, des sessions IA qui ont pour objectif de répondre à toutes tes questions. Tu veux qu'on voit si ta niche est bonne? Tu veux qu'on voit ta stratégie marketing? Tu veux qu'on regarde ton service? Tu veux connaître les outils IA à utiliser? Tu veux savoir comment on intègre les services directement chez le client? Bref, tu veux savoir des choses? Eh bien, viens me poser toutes les questions que tu veux. Et tout ça complètement gratuitement lors d'une session IA qui va durer environ 1 heure, ça dépend aussi de tes questions. Ça se fera directement avec moi et on discutera ensemble. Et j'insiste réellement sur le mot discuter.
T. Et maintenant, pour te faire un résumé, si tu appliques ces 5 notions, tu peux être sûr d'avoir un bon service IA et surtout un service ultra bien packagé et ultra irrésistible pour ton client cible. Un service qui va générer aucune friction, aucun frein à l'achat, et donc ton agence, pour 2025, se portera à merveille. Pour rappel, notion 1, audience cible vs offre cible. Notion 2, demander à l'audience, c'est le marché qui décide. Notion 3, choisis un problème qui a des sous-problèmes. Notion 4, vends pas un produit, vends un système. Notion 5, fabrique une offre à 360 degrés. Et le petit bonus, réduis un maximum ton switching cost. Et bien entendu, viens réserver ta session IA avec le lien juste en dessous. Et également, viens nous rejoindre dans le groupe Telegram, qui est lui complètement gratuit, où d'ailleurs on fait des lives tous les dimanches pour aborder en profondeur tous ces sujets notamment qu'on vient de voir. Et puis pour finir, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. J'espère aussi qu'elle va te permettre de tout casser avec ton agence IA en 2025. Et franchement, avec toutes les choses qui se passent dans ce monde de l'intelligence artificielle, et notamment depuis peu avec l'arrivée des agents IA, les gars, je ne connais aucun autre business qui a autant de puissance que celui-ci, et surtout qui a autant le vent en poupe. Alors abonnez-vous si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me poser toutes les questions que vous voulez en commentaire, je lis absolument tout, et je réponds bien évidemment à tout le monde. Et nous les gars, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.